Il y a un petit changement de programme. On a parlé avec les auteurs et on a décidé de faire ça en français, ce qui va un peu accélérer les choses. J'espère que tout le monde soit en condition de comprendre. Bien, donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux auteurs italiennes bien connues et bien connues au public international parce que leurs œuvres sont depuis nombre d'années traduites dans le monde entier. Alors je commence rigoureusement par ordre alphabétique pour vous présenter Milena Agus qui est à ma droite. Milena Agus a publié déjà 7 romans. Le roman dont nous allons parler aujourd'hui est Terre Promesse, qui a apparu en Italie en 2017 et en français chez Liana Levi sous le titre Terre Promise en 2018. Milena Agus a commencé sa carrière il y a grosso modo une douzaine d'années. C'est un livre qui a eu un grand succès, Mal di Pietre. Et c'est grâce à ce livre qui a eu un renommé international, donc qu'elle s'est fait connaître. Et ce livre a eu aussi une version cinématographique il y a quelques années, sous le même titre, Mal de Pierre. Un autre livre d'elle, Sottosopra, qui a été également traduit, sera l'objet bientôt d'une version cinématographique. Voilà en quelques mots. Et j'ajouterai qu'elle a reçu plein de prix littéraires. Je mentionnerai notamment le prix Zerilli Marimo à New York tout récemment. Elle a été également sélectionnée pour le prix Campiello et dans la douzaine du prix Strega et pour le prix Elsa Morante. En voilà pour, disons, une rapide présentation de Milena Agus, qui vient de Sardaigne et qui s'inscrit en quelque sorte dans ce qu'on appelle la nouvelle vague littéraire sarde, marquée par nombre d'auteurs remarquables. À ma gauche, Elina Janecek, qui est à son 3e roman, même s'il a publié d'autres livres. Je rappellerai notamment qu'elle vient de republier un de ses livres qui s'appelle Cibo, qui n'est pas encore traduit, qui le sera peut-être dans quelques années. Alors, je rappellerai Lezioni di Tenebra, son premier livre important qu'il a fait connaître et qui a été également traduit en français, Les Rondini di Monte Cassino, et le livre dont nous allons parler aujourd'hui, La ragazza con la laica, qui a fait l'objet d'une traduction en français, La fille au laïka, chez Actes Sud, et d'une toute récente traduction en néerlandais par de Bezigeby Amsterdam. Voilà, toute récente. Alors, je commence par Milena Agus. Les livres de Milena Agus, ce sont, je dirais, des comédies morales. Chaque livre tourne autour d'un thème moral qui est décliné sous plusieurs aspects. Ces romans ont toujours quelque chose de musical, parce que ce sont comme des variations autour d'un thème. Et c'est le cas de ce roman, Terre Promise. C'est la recherche du bonheur, le mythe de la terre promise que chacun cherche dans sa vie. Et tous les personnages de ce roman, nous avons 4 générations de personnages. Donc le roman se déroule grosso modo de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années présentes. Et ce sont tous des personnages engagés d'une façon ou d'une autre dans cette recherche du bonheur. Alors, au centre, un personnage, Felicita, dont le nom est emblématique, dans son nom, marque cette recherche de la felicità. En italien, c'est Felicita sans accent. Voilà. Et donc, on va tout de suite poser une question à Milena Agus sur ce thème de la recherche du bonheur qui est au centre du roman. Et je le voudrais aborder par le biais des générations.
Parce qu'il n'y a pas seulement Félicita, il y a Esther également, qui est la mère de Félicita. Et ces deux femmes sont, d'une façon différente, engagées dans cette recherche du bonheur. Alors, je voudrais poser la question à Mylène. Est-ce que cette recherche change selon les générations? Ecco, funziona. Va bene. Quindi una frase un verso da cui possiamo partire è il verso di Leopardi di A Silvia, della poesia A Silvia, quando dice di quel vago avvenir che in mente avevi. Ecco. Come diceva Paolo Grossi, ciascun mio romanzo nasce da un problema che io ho in quel periodo della mia vita, e è un problema che devo risolvere. È quello appunto di cui parlava lui, il problema morale. In quest'epoca della mia vita mi sono appunto chiesta se sia possibile la felicità, come poter star bene. E devo fermarmi forse, sì. Alors, je voudrais commencer par un petit morceau qui est repris d'un poème de Leopardi à Silvia, où l'on dit que de ce ambigu avenir que tu avais dans ton esprit. Et c'est vrai ce qu'il a dit M. Grossi quand il dit que chaque roman représente le début d'un problème. Et c'est en fait les problèmes que j'avais à l'époque que j'ai essayé de résoudre, et c'est surtout des problèmes moraux. Dans cette période où j'ai écrit ce livre, je me suis demandé s'il était possible de parvenir à la bonheur et comme on pouvait être heureux. Sì, quello che rimane secondo me molto misterioso è questo, cioè noi nasciamo proprio con in mente quel vago avvenire, noi nasciamo già con l'idea di quale può essere la terra promessa, con l'idea di una terra promessa. E nella vita molte persone credono di raggiungerla davvero. Non si rendono conto che non esiste né come luogo né come luogo dell'anima, non esiste. Chiaramente quella terra promessa è per tutti in un modo o nell'altro, appunto nei diversi settori della vita, è la felicità. La felicità che per qualcuno può voler dire l'amore, per qualcuno il benessere economico, per qualcuno un lavoro, per qualcuno un luogo che li accoglie. Ecco, alla fine, siccome chiaramente me lo sono chiesta anch'io, se poi questa terra promessa esiste o no, l'esperienza della mia vita, ma in questo mi ha aiutato Felicita, perché mi aiutano i personaggi a risolvere il problema, insieme a Felicita sono diventata più saggia, ho capito che non c'è e che dobbiamo fermarci se vogliamo star bene, che dobbiamo fermarci se vogliamo una felicità e non una felicità. La felicità con l'accento non esiste, esiste una felicità senza accento. E noi dobbiamo fermarci comunque, se siamo saggi, dove stiamo bene. Non dobbiamo continuare in modo esasperato come fa Esther, per esempio. E poi Paolo mi ha chiesto, vuoi tradurre prima questo?
Pour moi, c'est très mystérieux de comprendre ce système. Quand on a déjà cette idée d'un avenir qui est très ambigu. Et c'est l'idée qui était à la base de terre promise. Il y a beaucoup de gens pensent de pouvoir arriver à cette terre promise, mais en fait, ça n'existe pas, ni comme un lieu, ni comme un lieu de notre âme. Donc, cette terre promise, en fait, c'est défini par différentes parties de notre vie que je pourrais dire sont le bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est l'amour. Pour certains, c'est avoir du succès au travail, avoir une bonne solidité économique. Pour d'autres, c'est avoir un lieu qui les accueille. Et moi, je me suis demandé aussi si cette terre promise existait. Et par mon expérience et aussi l'expérience que j'ai faite à travers mes personnages, et notamment à travers Felicita, je suis plus sage. J'ai compris que cette terre n'existe pas, mais que nous devons nous arrêter où on est on est heureux et où l'on trouve cette felicità, mais pas où l'on trouve le bonheur en fait. Nous devons nous arrêter où on se sent bien et on ne doit pas aller de l'avant comme fait par exemple Esther pendant toute sa vie. Per rispondere alla domanda che mi è stata fatta, direi che fra generazione e generazione cambia la terra promessa, no? Fra popolo e popolo, ma anche fra generazione e generazione. Ma non cambia l'atteggiamento delle persone nei confronti della terra promessa. Cioè il modo di pensare non cambia, secondo me, da generazione a generazione. Cioè se uno è fatto come Felicita, che sta bene, che riesce a trovare la terra promessa sotto i suoi piedi, dove sta, e si ferma lì, no? Oppure come Esther che continua a cercarla perché niente è perfetto per lei, mentre poi le terre promesse cambiano, ma sin dall'antichità, sin da quando Mosè ha portato il popolo ebraico dall'Egitto nel lungo viaggio verso la terra promessa, sicuramente c'erano quelli che immaginavano lì sarà tutto perfetto, e ci saranno stati anche quelli che avranno pensato durante il viaggio, ma tutto sommato possiamo anche fermarci, magari moriamo durante il viaggio. Penso che la mente possa essere sempre uguale, ma le terre poi cambiano, sì. No. Pour répondre à la question qu'on m'a posée, je dois dire qu'il y a une différence de cette terre promise qui change d'une génération à l'autre, d'un peuple à l'autre, mais ce qui ne change pas, c'est l'approche des gens vers la terre promise. C'est une façon de penser qui ne change pas, je pense. Si quelqu'un est comme Felicita qui peut trouver sa terre promise où elle vit et s'arrêter, ou il y a d'autres qui sont comme Esther qui continuent de la chercher parce qu'elle pense de pouvoir être plus heureuse. Mais cette terre promise change beaucoup depuis l'Antiquité, quand Moïse s'enfuyait de l'Égypte pour rechercher la terre promise. Certaines personnes qui étaient avec lui peut-être pensaient qu'on allait trouver un lieu parfait. D'autres peut-être se sont plus inquiétés. Ils ont dit mais on pourrait bien s'arrêter parce qu'on pourrait bien mourir pendant le voyage. Donc ce qui est important, c'est que l'esprit reste le même, c'est la terre promise qui change. Volevo dire per finire sempre un'altra cosa. È uno scrittore adorabile
che io proprio amo terribilmente, amo Zoz, è morto da poco. E ne ho fatto un dispiacere, anche se non l'ho mai visto in vita mia, però che poi nel suo libro Giuda ha scritto una storia che circola in Israele e che è l'epigrafe del mio libro, del romanzo, no? E ve la dico in breve, certo. Allora, c'è un gruppo di crociati nel Medioevo che parte per liberare Gerusalemme, no? Dai Saraceni. E durante il viaggio dall'Europa verso la Terra Santa incontrano ogni sorta di brutture. Li derubano, li ammazzano, li mandano via, li cacciano, trovano dei posti dove gliene fanno di tutti i colori. Durante il viaggio, molto lontani da Gerusalemme, dalla Terra Santa, si guardano in faccia ai superstiti e si dicono: in questo posto ci vogliono bene, ci hanno accolto, andiamo d'accordo, possiamo coltivare la terra, qui stiamo davvero bene. Sentite, facciamo una cosa, chiamiamo questo posto Gerusalemme, quello lì vicino, il paesino, lo chiamiamo Betlemme e facciamola finita con questo viaggio sfinente verso la terra promessa. Io l'ho trovato proprio il senso del romanzo. Je voudrais terminer avec une citation du livre d'un écrivain que j'aime bien, Amos Oz, qui est récemment mort. Et dans son livre Judas, il a écrit une histoire qui circule en Israël, que j'ai mis aussi dans mon livre, qui parle des hommes qui sont partis pour les croisades au Moyen-Âge, pour libérer Jérusalem. Et dans leur voyage, toutes sortes de choses en fait mauvaises se sont passées. Ils ont été chassés, violés, etc. Et les survécus, après, se sont regardés et ils ont dit « Mais ici, on nous a bien accueillis, on pourrait bien vivre ici, tous en accord, et bien cultiver les terres ici. Donc, on pourrait bien appeler cette terre Jérusalem et appeler l'autre petit village d'à côté Bethléem et s'arrêter ici. » Et je pense qu'ici, c'est vraiment l'essence du voyage, l'essence qui est aussi l'essence du roman. Merci. Donc on reviendra sur cette recherche du bonheur, on reviendra aussi sur Leopardi, qui a un rôle en quelque sorte important dans le roman, parce qu'il y a un personnage qui est une sorte de porte-voix de Leopardi, c'est Marianna. On reviendra sur ce personnage, mais maintenant on passe à La ragazza con la laica. Je rappelle que ce livre a obtenu 2 prix littéraires prestigieux, le prix Baguta et le prix Strega, qui est le prix littéraire le plus important en Italie. Alors c'est une fresque vertigineuse qui se déroule pendant une trentaine d'années, des années 30 aux années 60, centrée autour d'un personnage réel, une photographe d'origine allemande, Gerda Taro, bien connue parce que souvent liée au nom de Robert Capa, dont il est question également dans ce livre. Donc c'est le livre qui est déjà le fruit d'une très longue recherche historique sur toute une série de personnages. Donc ce roman évoque aussi une saison de la culture européenne et de l'histoire européenne entre la guerre d'Espagne, la Paris des émigrés juifs allemands. On rencontre des photographes célèbres comme Henri Cartier-Bresson, Imre Kertész, et des personnages qui ont animé la vie culturelle de l'époque entre Paris, Berlin. La géographie aussi du livre est très variée. On passe de l'Espagne à la France, à l'Allemagne. On est également en Italie, entre Naples et Turin. Alors, ce qui est immédiatement
frappant dans ce roman, c'est que ce personnage de Gerdatar nous est raconté par 3 différents personnages. Et d'ailleurs, le livre est divisé en 3 parties. Ce sont 3 amis d'elle qui l'ont connue et qui racontent son histoire. Et donc, ça vous montre déjà que c'est au lecteur, en quelque sorte, de reconstruire ce personnage. Donc c'est un livre, je le dis dans le bon sens du terme, qui demande un effort au lecteur. Un effort pour reconstruire ce personnage. Donc, alors, la première question que je voudrais poser à Elena, cette idée de passer par le regard de 3 personnages, comment est-elle née ? Bien, je pensais, la première chose instinctive, c'était la redécouverte de Gerda comme photographe, qui est récent, mais c'était déjà, elle était déjà connue dans le cercle des personnes qui s'intéressent à la photographie. Paradoxalement, à nouveau, faire l'effet de l'associer très fortement à son compagnon Robert Capa. Alors, je pensais que c'est pas correct, c'est pas juste. Elle aimerait pas être qu'on se souvient d'elle comme spécialement, premièrement, comme la copine de Robert Capa. Et aussi que c'est plus intéressant et plus amusant en fait de raconter l'histoire de Gerda Taro comme une femme qui a été aimée pour beaucoup des hommes, et pas seulement pour des hommes. C'était une femme qui déclenchait des sentiments très forts dans les personnes qui l'ont connue. C'est aussi un thème qui, je pense, se relationne un peu avec les choses qu'a dit Milena à propos de Felicita. Non, elle était, ou elle devient certainement dans mon roman, mais c'est quelque chose que je pense d'avoir assimilé à partir des documents que je trouvais, je consultais à propos d'elle, les mémoires, les souvenirs, et tous les autres fontes documentaires à propos de son histoire, qu'elle était vraiment perçue par les autres comme une incarnation d'énergie et de joie de vivre. Une fonte de félicité d'une certaine façon. Et ça, c'est tellement fort, mais en même temps quelque chose de tellement subjectif que je pensais il faut me chercher des narrateurs, des témoins subjectifs de son histoire, non? Ça que m'intéresse, c'est pas seulement un personnage que je fais, je mets en scène directement en 3e personne, etc. Mais ça que m'intéresse, c'est ce qu'elle était pour les autres. Et aussi, je pense, puisqu'aujourd'hui c'est tellement facile d'apprendre l'histoire d'un personnage historique, il faut juste cliquer sur des petits liens, non? Et on voit toute l'histoire, mais morte, etc. C'est pas l'histoire elle-même qui était comme la chose la plus intéressante, mais et on sait déjà jusqu'au principe de ce livre qu'elle était d'une certaine manière, excusez-moi, il s'agit d'un fantôme, non? On sait qu'elle est morte très jeune, dans un incident tragique, mais en même temps stupide. C'était un cas en tant que républicain pendant une bataille
investi et puis elle est morte le jour après dans un près de Madrid. Et, enfin, la salle a été transportée à Paris où il y a eu des funérailles comme d'État organisées pour son journal qui était ce soir dirigé par Louis Aragon, un journal un quotidien très du Parti communiste. C'était comme plus ou moins des funérailles d'État. Ils disent 100 000 personnes et tous ces orateurs très célèbres, Neruda et bon, la crème de l'intelligence de gauche française, et pas seulement française de l'époque. Et c'est pour ça que je voulais aussi rendre ce fantôme comme quelque chose qui incarne le fantôme de la liberté, pour parler avec Buñuel, qui peut-être était quelqu'un qui l'a connu. Ce qui reste pour les personnes qui étaient vraiment proches d'elle. Ce qui est fascinant dans ce roman, c'est que c'est une grande poursuite de ce personnage de Gerda, mais dans un contexte historique qui est celui où le moment tragique où l'Europe s'enfonce dans le fascisme, le nazisme, la guerre. Ce thème de la lutte contre le fascisme, d'ailleurs, l'on retrouve même dans les années 60, parce qu'il y a des épisodes qui se déroulent en Italie dans les années 60, au moment où il y a le célèbre gouvernement Tamboloni, un gouvernement qui essaye en Italie de faire un virage vers l'extrême droite et contre lequel il y a une violente réaction. Donc je voudrais revenir sur ces années 30, sur cette lecture des années 30, les années 30 dont on parle beaucoup aujourd'hui. On compare souvent notre époque à celle des années 30. Est-ce que vous avez passé 6 ans à étudier un peu cette période pour reconstruire l'itinéraire de Gerda Thaler. Quelle est votre lecture de ces années et est-ce que vous voyez des liens, des termes de comparaison avec la réalité actuelle? Malheureusement, je pense qu'il y en a. Et je pense qu'un de moteurs plus instinctifs pour écrire ce moment, c'était l'instinct de voir qu'il y avait des choses dans l'air qui lui ressemblaient aux dynamiques qu'ils ont portées à la Seconde Guerre mondiale, à l'installation de Hitler au pouvoir. Et c'était... Bon, je commençais à travailler à ce livre en 2012. C'était en plein de la crise grecque. Et je sentais très, très fort qu'il y avait un lien entre le désespoir qui est déclenché par une crise économique, c'est aussi la condition, le chômage, etc. Mais spécialement ce moment où une vaste portion de la population commence à penser que la démocratie c'est pas bien, qu'on perd l'espérance qu'avec un système démocratique on peut vivre mieux. Et c'est le moment où en Allemagne, par exemple, il y a des gens qui laissent le parti social-démocrate et deviennent nazis.
ça arrive très tard, mais ça arrive exactement dans le moment où il y a cette politique d'austérité très brutale, où il y a le chômage qui devient des millions de personnes, où il y a toutes les petites entreprises, les petits magasins qui ferment, etc. Et il y a et ça aussi, dans ce milieu-là, fait que ces jeunes gens qui sont d'origine juive s'engagent plus en plus de côté, disons, socialiste, et puis ils doivent fuir de l'Allemagne, ils arrivent en France. En France, il y a plein des autres réfugiés, exilés, on les appelle aujourd'hui, mais ils sont des réfugiés. Et les conditions de vie sont aussi difficiles. Il y a de l'hostilité, il y a des lois très restrictives sur le travail, c'est-à-dire que pour travailler, beaucoup sont obligés à travailler illégalement, et ça aussi, évidemment, fait augmenter la réaction qu'il y a tous ces étrangers qui volent le travail aux Français. Et il y a des mécanismes qui ressemblent aux mécanismes qu'on connaît aujourd'hui, non? Et en plus, aussi en France, il y a l'antisémitisme qui augmente, et puis vers la fin de la guerre d'Espagne, quand il y a cette vague de réfugiés espagnols très pauvres, femmes, enfants, qui fuient la guerre, qui était la première guerre. Ça aussi, c'est incroyable, et c'est épouvantable. Si l'on va voir les photographies prises par Capamem et ses amis dans les camps de réfugiés au midi de la France, si ce photographie ne serait pas en blanc et noir, il ressemble horriblement aux photographies qu'on a vues de camps de réfugiés syriens sur les îles grecques, etc. Non? Parce que c'était comme la première fois que la population civile a été l'objet délibéré des attaques, de bombardements et tout ça. C'est pour ça que Picasso a créé son très célèbre fresque de Guernica. Et quand il est arrivé là, ces gens, il y avait une vaste réaction hostile, parce qu'il était les rouges, parce qu'ils vont corrompre les communistes, les bolcheviks, ils vont corrompre la France, etc. Alors il y a des liens, mais moi je voulais beaucoup aussi rencontrer la réaction de ces gens jeunes qui quand même aimaient vivre bien, s'amuser, ne renonçaient pas à la félicité, au bonheur, à la joie de vivre. Et qui avaient cette capacité d'être très très proches, pas seulement d'avoir de se pas sentir seul, comme le problème de la solitude dans la société, c'est quelque chose que je pense c'est très particulier de notre condition d'aujourd'hui. C'était pas comme ça ailleurs, non?
Oui, en effet, donc, le grand mérite du roman, c'est d'avoir su réunir à la fois ce portrait formidable de femmes et d'artistes qui est Guerre d'Attaro, et de l'autre côté d'avoir su raconter une page importante de l'histoire européenne. Donc ceux qui aiment, disons, les romans avec une profondeur historique retrouveront dans ces pages de quoi se satisfaire. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une narration banale, mais toujours faite par le biais de 3 personnages qui racontent en direct leur expérience, en quelque sorte, de l'histoire. Je voudrais revenir à Mélina et reprendre ce grand auteur de la littérature italienne qu'on a évoqué tout à l'heure, Leopardi, parce qu'il y a un personnage, Marianne, dans ce roman, qui semble incarner un peu la pensée la plus pessimiste de Leopardi. Elle ne cesse de se référer à un célèbre dialogue delle Operette Morali, le dialogue de la nature d'un Islandais, qui est l'un des textes fondateurs du pessimisme léopardien. Et pourtant, et c'est là ma question, et pourtant Marianne accueille chez elle la jeune Felicita qui est enceinte, s'occupe d'elle, devient son amie, et par son comportement montre tout son attachement à la vie. Alors, comment ces 2 aspects se retrouvent dans ce personnage? La pensée léopardienne est tout à fait pessimiste, et cet attachement à la vie qui est à la base, disons, de son comportement. Sì, c'è allora, come dicevamo prima, no, come diceva prima Paolo Grossi quando mi ha presentato, io sono un insegnante di italiano del liceo in Italia e quando facciamo esegesi di testi, cioè il modo in cui si possono interpretare i testi letterari, c'è un modo molto interessante che è questo, cioè vedere in un romanzo l'arco di trasformazione del personaggio, no? Il personaggio nasce come bloccato da qualcosa, poi si evolve, se supera il blocco si parla di commedia, se non lo supera e rimane ancorato nel suo blocco è una tragedia, cioè un finale tragico. In questo romanzo Felicita non cambia, però il fatto di incontrarla cambia gli altri. E quindi gli altri personaggi si trasformano. Lei è sempre uguale, lei ha quella idea della vita, lei si ferma dove sta bene. I personaggi, in particolare Marianna, cambiano quando la conoscono e superano il loro fatal flow. Quindi Marianna passa da essere una che dice io non voglio bene a nessuno, nessuno mi vuole bene, sono contenta di non dover portare fiori in cimitero, me li risparmio perché tanto io ai miei morti non voglio bene, ma tutto sommato sono anche contenta di risparmiarmi i soldi dei regali di compleanno, tanto io non voglio bene neanche ai vivi. Quindi passa da questo stato a un altro stato, supera questo blocco.
Donc, comme Paolo disait, moi je suis professeur au lycée et quand on analyse des textes, il y a un moyen intéressant qu'on se donne pour analyser un roman. Donc, dans un roman, il y a une évolution des personnages qui naissent comme des personnages qui sont comme bloqués et qui après évoluent. S'ils parviennent dans leur vie ou dans l'histoire à supérer ce blocage, on appelle ça une comédie. Si on ne parvient pas, on appelle le roman une tragédie. Dans ce roman, moi, avec les personnages de Félicita, on voit qu'elle ne change pas, mais ce sont les gens qui tournent autour d'elle, les autres, qui changent. C'est les personnages, par exemple, comme Marianne, qui changent quand il rencontre Félicita. Marianne, par exemple, au début, elle dit moi, je n'aime personne, je ne suis pas aimée par personne, je suis heureuse que je ne dois pas apporter de fleurs au cimetière, je n'aime pas les proches qui sont décédés et je ne dépense pas d'argent pour leur donner des cadeaux. Et elle change en fait son état au cours du roman. E per tornare a Leopardi, dal momento che Marianna, che non vuol bene a nessuno, che è contenta di risparmiare i regali di compleanno, eccetera, e anche di andare con i fiori in cimitero, e alla quale non gliene frega niente di nessuno, alla fine di Felicita si occupa, no? All'inizio perché comunque le affitta un pezzo di casa che Felicita vede come meraviglioso, dove si vede il mare, e Marianna la corregge, un pezzetto di mare, uno spicchio di mare, e poi però piano piano si affeziona a Felicita, si affeziona al bambino e in effetti lei, Marianna, è un'insegnante di italiano che non si commuove perché ne abbandona di donne, che non gliene frega niente, alla quale non frega nulla di Priamo che va a chiedere il cadavere del figlio nell'Ilira, insomma non si commuove per niente, e che è dell'idea leopardiana che dentro Covile o Cuna è funesto a chi nasce di Natale, cioè o dentro una culla o dentro una cuccia, un covile di animale, è meglio non nascere, passa da quello a fare per esempio tutta una cameretta carina con uccellini che cantano e cose del genere, quelle cosine che si mettono per i neonati nelle culle, no? Quegli uccellini che suonano eccetera, e a dire il verso più gioioso secondo me della letteratura mondiale: tu luna sai, tu certo a qual suo dolce amore rida la primavera. E quindi c'è già anche un mutamento nella concezione di Leopardi, che nel canto della natura dell'islandese appunto ci fa vedere un islandese che sta male dappertutto, mentre Felicita dice no, se noi pensiamo davvero, anche Felicita ma Leopardi, ma lo interpreta in modo diverso, dice se noi pensiamo davvero a com'è la vita e a com'è la storia dell'uomo, ci rendiamo conto del contrario, non c'è un posto dove l'uomo non possa stare, l'uomo è riuscito a stare davvero ovunque. Et pour revenir à la question de Leopardi, comme on l'a dit, donc Marianne n'aime personne, ne s'intéresse à personne, mais à la fin, elle s'occupe de Felicita et elle lui loue une partie de la maison, où elle voit la mer, et c'est merveilleux de voir la mer. Marianne précise, tu vois seulement une partie de la mer, c'est pas toute la mer que tu vois. Et après, elle s'affectionne aussi à son enfant,
Et je dois dire que Marianna est professeure elle aussi d'italien. Elle n'a pas, par contre, d'émotion. Elle a cette relation qu'on voit avec Dinon, avec la quête qu'elle fait au père d'Énée. Et comme Leopardi a dit, dans le berceau, dans les coins pour les animaux, c'est la partie où il y a le mieux qui commence. Et c'est pour ça qu'après Marianna, elle passe à s'intéresser à l'enfant de Felice. Elle construit aussi des jouets. Et je peux aussi ajouter que cela se relie à une phrase qui est très joyeuse de la littérature internationale, qui nous parle de la Lune, et qui dit Lune, tu sais qu'elle commence d'où l'amour qui rit au printemps. Et déjà, donc, le pas dans cette phrase de dialogue entre la nature et l'Islandais nous fait voir comment l'Islandais n'est pas heureux, il n'est heureux nulle part. Par contre, Felice nous donne une interprétation différente de Leopardi, parce qu'elle nous dit que si on regarde l'histoire de l'homme, on comprend bien l'opposé, que l'homme peut être heureux partout et qu'il s'adapte à tous les autres. Disons donc que, pour conclure, Félicita est capable de transmettre autour d'elle ce sentiment du bonheur. Je voudrais revenir à Elena sur un aspect important de son roman. En fait, jusqu'à la fin du XXe siècle, on connaissait très peu de la production artistique des photos de Guerre et c'est grâce à une découverte inattendue, le fameux mystère, en quelque sorte, de la valise mexicaine, qu'on a pu prendre vision de ces œuvres qui avaient disparu. Donc, dans le roman de Elena, il y a un roman dans le roman, le mystère de la valise mexicaine. Donc, je vais demander à Elena de nous en dire un peu plus. Oui, il faut dire qu'il y a dans ce roman, il y a un prologue et un épilogue. Et le prologue et l'épilogue sont des parties construites autour de photos. Il y a aussi un travail sur certaines photos qui ne sont pas reproduites dans le roman, dans les autres parties du roman, mais spécialement, et ce sont des photos spéculaires. C'est des photos dans le prologue, pris par Gerda Montaro et Robert Capa à Barcelone, le premier jour quand il était arrivé là pour documenter et prendre parti avec les caméras à la cause républicaine espagnole. Le final, c'est l'histoire de cette incroyable redécouverte de la valise mexicaine. C'était qui n'était pas une valise, mais 3 boîtes avec des négatifs très bien conservés par Capa, Caro et Chim, c'est-à-dire des Litsinor, se souhaitaient appeler plus tard aux États-Unis. Qui ont été sauvés par l'ami et l'assistant de Capa à Paris, Chiquilaes. Quand les Allemands arrivaient, la Wehrmacht bougeait vers Paris, il a pris ces boîtes, il les a mis dans un sac à dos et pris une bicyclette et est allé à Bordeaux et puis à Marseille. Et pour les donner à quelqu'un pour les sauver en fait, parce que c'était des documents très importants de ce qui se passait dans la guerre civile espagnole, c'est-à-dire une résistance contre le nazifascisme qui viendra de conquérir aussi la France, le reste du continent. Il
témoin, Chinky, qu'il a trouvé quelqu'un qu'il connaissait, qu'il avait connu en Espagne, parce qu'il a été aussi pour une brève période en Espagne le photographe, qui venait du Chili, qui était un de tes amis de la République espagnole. Alors il lui a donné cette boîte pour conserver dans le consulat, etc. Mais les boîtes sont absolument disparues après la Seconde Guerre. Le frère de Robert Capa, qui est mort depuis 1954 en Indochine, comme Capa les a cherchés pour toute sa vie, et puis miraculeusement elles sont recomparues au Mexique. Et c'était très compliqué d'avoir un accord pour le faire consigner à l'Institut International Center of Photography à New York, c'est-à-dire le lieu où tous les photos de Capa et ses copains Gerda et Chim sont conservées. Et je reconstruis ce moment de cette fuite des photos, parce que qui était une grande sensation. Il y avait une exposition à Paris, je suis allée voir des photos à Paris. Alors c'est pas l'histoire de la valise mexicaine, c'est pas une histoire que je raconte pour la première fois, mais puisque tous les personnages qui sont les personnages historiques en fait, qui font part de cette histoire de photos, sont les co-protagonistes du roman. Je pense que ça fait une autre... c'est comme un épilogue qui vraiment raconte une autre fois toute cette incroyable histoire de relation entre ces jeunes gens qui étaient tellement proches, ce Chiki qui risquait sa vie pour sauver les photographies prises par ses copains, et aussi que aujourd'hui, quand on pense en photo, on fait des photos, et les photos sont plus de manufactures qui très 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 fragiles, non, qui ont une vie, qui sont protégées par les personnes, et quand les personnes sont plus protégées parce que les personnes finissent dans ce bouleversement de la Grande Guerre, non, ils sont encore plus fragiles. Alors c'est un miracle lié à la vie des personnes qu'il y a aujourd'hui ces photographies, et aussi dans ces florilèges de photographies sur la guerre d'Espagne. Il a incroyablement une petite partie qui est exclusivement consacrée à la photographie de Gerda, ou de Gerda et Capa ensemble. Aussi des photos banales, des photos prises dans un café, pas des belles photos, non? C'est-à-dire qu'il y avait un ami de Capa et de Gerda qui s'appelait Fred Stein, qui était l'auteur de ces photos, quelqu'un qui a lui donné les négatifs. Probablement après de la mort de Gerda, comment dire, c'est à toi, non? C'est ton grand amour, non? Je te donne tout ce que reste d'elle, puisque tu peux le reproduire, le conserver pendant toute la vie. Et je trouve ça un petit geste très émouvant, très 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 fort, pour aussi reconstruire. Et dans ce contexte, dans cette boîte, tu as exactement aligné, non, les grands engagements, cet engagement pour lequel à la fin Gerda a perdu sa vie, dans
et cette mort qui deviendra quelque chose de tragiquement important pour son compagnon, parce que, comme on sait, Robert Capa lui-même va mourir faisant le photographe de guerre, non? Et en même temps, à côté de cette photo qui va être la dénonciation des viols des droits humains commis par une force nazi-fasciste et le témoignage de la résistance de l'Espagne républicaine, il y a place pour des photos avec Gerda souriante, par exemple. Cette photo-ci, c'était une photo pas connue, parce que c'était une photo qui faisait part de négatifs de la vie mexicaine. C'était juste elle qui, dans un café parisien, plaisantait avec les amis. Oui, mais c'est une histoire vraiment incroyable et romanesque. Imaginez ce personnage qui, dans la France occupée, part à bicyclette dans son sac à dos avec toutes ses photos et part de Paris à Bordeaux pour sauver ce témoignage incroyable du travail de Gerda Taro et de Robert Capa. Donc il nous reste quelques minutes, donc je voudrais demander aux deux auteurs de lire un petit passage en langue originale. Je commence encore par Mylène. Donc si vous voulez lire un petit morceau de votre livre, après ce sera le tour de Hélène. Ho pensato di scegliere un brano che parla della terra promessa per eccellenza, Ellis Island a New York, dove sono sbarcati tutti i disperati di tutto il mondo. E Felicita, quando va a trovare il figlio a New York, assolutamente va a vedere Ellis Island. Allora, lo leggo in italiano? Je vais juste introduire le morceau. Donc j'ai choisi un morceau du livre qui parle de la terre promise par excellence, Ellis Island à New York, qui est un endroit qui a vu de nombreuses personnes arriver et très désespérées. Et ici je parle de quand Felicita se rend pour voir son enfant. Felicita convinse il figlio a uscire di nuovo e l'ultimo giorno andarono a Ellis Island. Stava lì tutto il significato dell'America e volevano capirlo bene. Partirono all'alba da Harlem e arrivarono al primo imbarco per Ellis Island, che sorgeva dall'acqua nella nebbia violetta. Per non perdere il traghetto si misero a correre. In fondo alla strada stava la stretta striscia verticale di grattacieli neri, netti, tratti di pennino. Il traghetto si avvicinò tra voli d'uccelli alla Statua della Libertà e attraccò a Ellis Island. Là dentro si riconobbero. Quella era l'America e Felicita si mise a piangere. Non piangi mai, chiese Gregorio. Perché piangi adesso? Non lo so. Invece lo sapeva. Era scoppiata in lacrime perché adesso ricordava i ricordi di tutti quanti. C'erano la macchina da cucire di Esther, il suo inutile vestito da sposa, le partecipazioni di nozze ingiallite che annunciavano il matrimonio di Felicita, i salvifici documenti dei bisnonni di Giuditta scappati da Hitler e il visto sul passaporto di Gregorio, la grande enciclopedia del jazz del padre. Sul taxi, che il giorno dopo doveva portarla all'aeroporto, Felicita guardava scorrere New York, bellissima, gli ingressi dei palazzi con i gradini e le balaustre, le scale di ferro antincendio che si arrampicavano sulle facciate, le case dipinte con i colori delle foglie autunnali, grattacieli vecchi del futuro passato. Era sbarcata lì tanta gente diversa, per motivi diversi, da terre diverse.
una moltitudine di bianchi, neri, gialli, rossi in cerca della terra promessa, del mondo perfetto. Avevano trovato New York e si erano fermati, decidendo di concludere lì quel loro viaggio sfinente, e in poco più di 3 secoli tutti insieme avevano messo su un vero capolavoro. Pensò Felicita affacciata al finestrino. Grazie. Alors, ils ne sont pas encore arrivés à Elisa, mais ils vont arriver à Elisa, ces personnages. C'est le premier de 3 personnages qui s'appelait Billy et il était amoureux de Gerda. Bon, je vais vous dire. Era inevitabile che durante la traversata dell'Atlantico Stein volesse togliersi qualche curiosità a proposito di Gerda. Lilo gli aveva chiesto quando l'aveva conosciuta e Billy aveva risposto che era la tarda estate del 29, quando il signor Pohorile aveva ricevuto l'offerta di avviare un'attività a Lipsia e aveva trasferito la famiglia da Stoccarda. Stava tornando a casa con il tram, quando a una fermata aveva notato una donna davanti alla vetrina di una modista. Indossava calze di pizzo e scarpe di una gradazione poco più scura. L'abito color avorio finiva in pieghe morbide sopra il ginocchio. I capelli castani lasciavano scoperta, tra la linea delle orecchie e le spalle, una distesa di epidermide appena ambrata. Billy aveva sperato che il tram non ripartisse prima che lui potesse vedere in viso quella donna di un'eleganza irreale, cinematografica. Ma lei si era messa in moto con un passo che sembrava irriderlo. Gli sfuggiva, voltandogli la schiena dritta, l'incavo delle ginocchia seminude. Quando il tram aveva ripreso la sua corsa divenuta inseguimento, Billy aveva creduto di scorgere il profilo di Elizabeth Bergner, tanto assomigliava alla sua attrice prediletta. Ma in un tratto in parallelo si era reso conto che la simildiva era giovane, molto più giovane di quanto avesse fantasticato. Una ragazza che magari avrebbe potuto conoscere, anzi avrebbe voluto conoscere a tutti i costi. La conobbe qualche settimana dopo. Era già in grande familiarità con molti della loro cerchia, con Ruth Serre e soprattutto con Georg Kuritzkes. Il bassotto pensava che nessuno di loro avrebbe avuto qualche chance con lei, perché erano troppo giovani e Georg, in particolare, troppo votato all'esproprio della borghesia per i gusti e le esigenze dell'elegante signorina Pohorile. Ma come tante altre volte si era sbagliato. Il dottor Charlak non avrebbe ricordato per il resto della sua vita quella donna vista dal tram se quella donna non fosse stata Gerda, e se non l'avesse intuito, magari non a 16 anni ma a 18, che erano correlati il suo fascino e la capacità frustrante di sfuggirgli, e non a lui soltanto.